Ce soir à l'émission, les drapeaux sont en berne à l'Hôtel de Ville de Sainte-Thérèse. Élie Fallu nous a quittés. La Sopfeu maintient son interdiction de faire des feux à ciel ouvert. C'est la première fois qu'on a à mettre des interdictions de faire des feux à ciel ouvert sur le territoire en plein mois d'octobre. Et l'Hurlu accueille la tournée « Les étoiles sont faites pour briller ». C'est des participants des 3 dernières éditions environ, puis on leur a greffé 4 danseuses. En entrevue, je discute avec la vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal, Maître Jeanne Gagné, qui nous parle de la clinique juridique téléphonique qui aura lieu cette fin de semaine. Donner accès gratuitement à la population aux services de jeunes avocats pour répondre à leurs questions et pour finalement faciliter leur accès à la justice, tout simplement. Je m'entretiens également avec le président de la coalition Santé Laurentide, Marc Lheureux, à propos de la prise en charge des patients orphelins, tel que vu par le gouvernement Legault. Le nombre de médecins de base est inférieur à la moyenne québécoise par 100 000 habitants dans notre région. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous fait découvrir la 6e nuit des Vertiges au parc du Domaine Vert. C'est un jeu d'évasion en pleine nature. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 15 octobre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie d'Éloïse Lagacé. Bonsoir Éloïse. Bonsoir Claude. Alors, les drapeaux sont en berne à l'Hôtel de Ville de Sainte-Thérèse. Il y a un grand personnage de la politique régionale, Élie Fallu, qui nous a quittés hier, mardi 14 octobre. Il avait été maire de Sainte-Thérèse de 1987 à 2005 et citoyen d'honneur en 2012. En effet, Claude, M. Fallu, qui est né en Gaspésie à Nouvelle, le 2 mars 1932, a consacré sa vie en fait à l'enseignement, à la culture, au service public. Il est docteur en histoire, il a diplômé de nombreuses universités. On parle de l'Université d'Ottawa, de Montréal, Laval et même l'Université de la Sorbonne. Il a enseigné pendant plus de 20 ans au séminaire Sainte-Thérèse, qui est maintenant le Collège Lionel Groulx, et aussi à l'Université de Montréal. Oui, on va poursuivre avec son engagement politique là, qui a débuté au niveau provincial avec le Parti québécois. Il a été élu en 1976, c'était à l'époque le comté de Terrebonne, je suis assez vieux pour m'en souvenir. Réélu dans le Groulx en 1981, il a rempli plusieurs fonctions. Whip adjoint, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation et des Affaires municipales, ministre délégué aux relations avec les citoyens, ministre des communautés culturelles et de l'immigration. Oui, et justement, son engagement politique a continué à Sainte-Thérèse, bien évidemment, comme on l'a mentionné. Il a été instigateur du pôle institutionnel et culturel du centre-ville. Il a encouragé la construction du centre multiservice, du centre de formation des nouvelles technologies, et il a contribué aussi à la création du pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie. Il a été président justement de ce pôle-là, et ça permettait aux jeunes d'étudier à Sainte-Thérèse de la maternelle jusqu'à l'université. Son mandat à Sainte-Thérèse a aussi été marqué par la revitalisation de la place du village, par le développement du parc linéaire du Petit Train du Nord et par la promotion du transport collectif en général. Et puis, en 2014, M. Fallu a reçu la médaille Gérard Lesage à l'Université du Québec en Outaouais. Voilà, oui, il va laisser une empreinte indélébile. Et je mentionne qu'en signe de respect et de reconnaissance envers M. Fallu, les drapeaux de l'Hôtel de Ville, je le mentionnais en début d'émission, drapeaux de l'Hôtel de Ville, des bâtiments municipaux de la ville de Sainte-Thérèse, ont été mis en berne. Ils vont le demeurer jusqu'au coucher du soleil le jour de ses funérailles. Évidemment, TVBL offre ses plus sincères condoléances à la famille immédiate d'Élie Fallu, mais aussi à toutes ces familles politiques, culturelles, communautaires et institutionnelles. Absolument. On va changer de sujet. La Sopfeu, Éloïse, interdit actuellement de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de la forêt dans toutes les régions, y compris la nôtre. En effet, Claude, l'interdiction a été annoncée le 1er octobre dernier par la Sopfeu, qui est la Société de protection des forêts contre le feu. Et puis, ça a été annoncé en raison de grandes sécheresses qu'il y a eu dans les mois d'août et de septembre dernier. J'ai pu m'entretenir avec Isabelle Gariepi, qui est conseillère à la prévention et aux communications à la Sopfeu à ce sujet. On l'écoute. C'est la première fois qu'on a à mettre des interdictions de faire des feux à ciel ouvert sur le territoire en plein mois d'octobre. Ça s'était pas vu par les années passées.
de la chaleur avec de la sécheresse qui s'accumule, ben ça peut justement conduire à mettre des interdictions et à ce que le ministère de la Sécurité publique le fasse là, en collaboration avec la SOPFEU. Ce qu'on a vu dans la saison actuelle, c'est que depuis le début de la saison, à partir du mois de juillet, où ça a commencé à s'assécher. Ça s'est poursuivi au mois de septembre avec quand même des moments d'assèchement, pas tant de pluie que ça. Donc, ce qui amène qu'on a un sol qui est très sec, puis ça peut s'allumer très facilement. On l'a vu dernièrement, depuis que l'interdiction a été mise en place, on a quand même eu des incendies dans certains secteurs. Fait que c'est la raison pour laquelle actuellement on a une interdiction sur le territoire. Et justement, dans ces situations-ci, la pluie est un facteur idéal pour permettre de retrouver des taux d'humidité qui sont acceptables pour éviter les risques plus prononcés d'incendie. Malheureusement, les taux de pluie qu'on a eu dans les derniers moments, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, n'ont pas été suffisants pour retrouver justement un risque moindre d'incendie. Et puis le mois de septembre, en fait, en 2025, a été le plus sec enregistré depuis que les statistiques de l'indice de sévérité sont compilées par la SOPFEU, soit 2003. Donc quand même, ça fait un moment qu'on n'a pas vécu une sécheresse aussi intense en septembre. Et puis, c'est évidemment cette sécheresse-là et la chaleur qui cause 4 fois plus d'incendies actuellement que dans les saisons habituelles pour un mois de septembre. Et puis, malheureusement, la région la plus touchée actuellement, c'est les Laurentides. On parle de 23 incendies dans la région des Laurentides dans le mois de septembre, dans les 92 incendies qui ont été enregistrés en septembre au Québec. Et généralement, quelles sont les causes ou la cause là, de ces incendies? Bien, justement, selon la SOPFEU, 86% des incendies, généralement, sont attribuables à la négligence humaine. Oh, donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer là-dessus. On parle de principales causes étant les feux de camp à 28%, le brûlage de rebut à 11%, les mégots de cigarettes à 10% et puis les VTT à 5%. On peut écouter Mme Gariepi à ce sujet. Malheureusement, les feux évitables, là, on en a encore une bonne partie. Puis comme vous le dites, là, c'est plus de 80% là, des incendies qui sont causés par l'humain. On espère que le message passe. On essaie de faire des campagnes de publicité pour en parler, parce qu'il faut éviter ces feux qui sont tout à fait évitables, parce que si on fait attention avec nos feux de camp, qu'on s'assure de bien les éteindre lorsqu'il n'y a pas d'interdiction, qu'on s'assure d'observer également quel est le danger d'incendie, la SOPFEU publie un indice d'inflammabilité sur son site qui permet de savoir, est-ce que c'est le temps de faire un feu de camp ou non? Est-ce que l'indice est haut, l'indice est bas? Il est à 5 niveaux, ça nous permet vraiment de nous préparer. Il faut également s'assurer d'être très, très préventif, même quand le danger d'incendie est plus bas. S'assurer de bien éteindre un feu de camp. Puis vous savez, pour éteindre un feu de camp, là, c'est pas seulement en regardant la petite braise qui reste, il faut vraiment bien l'arroser, mettre de l'eau, bien brasser le tout, s'assurer qu'il reste plus de source de chaleur. Puis comme ça, on évite justement une grande partie des feux qui sont évitables parce que les petites braises qui restent là avec le vent ne se transporteront pas vers la forêt. Et à quel point, Héloïse, les forêts sont-elles affectées par tous ces incendies? Évidemment que selon Mme Gariepi, on perd du terrain définitivement par rapport aux forêts, mais tout de même, les forêts en général ont une grande capacité d'adaptation et de régénération. Donc, généralement, l'inquiétude la plus grande, c'est quand ces incendies-là, et ça arrive souvent, sont proches de résidences, de chalets, par exemple, dans les Laurentides. Donc, c'est la proximité aux bâtiments humains qui inquiète le plus. Et puis, la SOPFEU offre plusieurs conseils, justement, de sensibilisation, mais aussi de prévention sur son site web qui sont disponibles à tous, justement, pour éviter les risques d'incendie en général. Et justement, Mme Gariepi soutient que la meilleure façon de prévenir est évidemment la sensibilisation. On peut l'écouter à ce sujet. Ce qu'on fait à la SOPFEU, c'est de tabler sur la prévention, de tabler sur les messages. On a fait une belle campagne cette année. On l'avait débuté l'année dernière avec ne pas mettre de cendres sur ses mains. La campagne de cette année était avec le personnage de Carole qui venait dire éteins ton feu de camp, c'est important, ça s'allume pas tout seul. Fait qu'on a des campagnes télé qui se font, des campagnes dans les journaux. On est également très présent sur les médias sociaux. On est à peu près partout pour parler de prévention. Fait que donc on essaie de continuer à parler de prévention avec les gens, puis c'est un message qu'il va falloir répéter parce que on le sait, des fois on devient très très à l'écoute de ces messages-là parce qu'on voit des incendies, mais il pourra avoir des saisons où c'est un peu plus calme puis les gens l'oublieront. Fait que donc on va continuer de tabler ce message-là auprès de la population. Merci Héloïse, on se revoit plus tard dans l'émission. On va parler de très jeunes artistes avec de fort belles voix. Absolument, à plus tard Claude.
Le Jeune Barreau de Montréal invite la population à se prévaloir des conseils offerts gratuitement dans le cadre de sa clinique juridique téléphonique qui aura lieu les 18 et 19 octobre. On en parle avec Maître Jeanne Gagné, qui est vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonsoir, Maître Gagné. Bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir. Écoutez, c'est la 45e fois que le Jeune Barreau tient cette activité-là. Expliquez-nous d'abord les raisons pour lesquelles vous le faites. Ben en fait, effectivement, c'est la 45e édition cette année, donc ça fait 30 ans que le Jeune Barreau mise sur l'accessibilité à la justice. En fait, c'est une de nos valeurs fondamentales et c'est la raison pour laquelle on a créé cette initiative-là, c'est-à-dire donner accès gratuitement à la population aux services de jeunes avocats pour répondre à leurs questions et pour finalement faciliter leur accès à la justice, tout simplement. Voilà. Bon, je tiens à mentionner que non seulement c'est gratuit pour les gens qui vont vous appeler, mais que vous le faites aussi bénévolement. Quels sont les effectifs dont vous disposerez et vous êtes capable de répondre à peu près à combien d'appels durant une fin de semaine comme celle-là? Alors, on a évidemment plusieurs jeunes avocats qui vont être présents sur place, des gens qui pratiquent dans tout type de domaine, là, du domaine du familial, succession, logement, de droit civil, droit criminel et j'en passe. Il y a des notaires aussi, hein? Effectivement, il y a aussi des notaires. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques éditions, on a la chance d'avoir l'aide de certains notaires, notamment dans des sujets comme la succession. Je peux vous dire que depuis 2010 environ, on a reçu au total 24 000 appels. Donc, je peux vous dire que c'est une moyenne d'à peu près 2 000 appels par édition. Donc, c'est une clinique qui se tient 2 fois par année. Celle-ci sera ce week-end, donc comme vous l'avez dit, le 18 et 19 octobre. Mais on peut recevoir jusqu'à 2 000 appels par édition et on est disposé à y répondre, bien évidemment. Impressionnant. Dans la promotion que vous en faites, vous identifiez 2 types d'enjeux là, liés à l'aide juridique. Dans un premier temps, on parle de situations là, qui sont plus courantes, là, par exemple, droit du travail, du logement, gestion de succession, les fameux conflits de voisinage, droit de la jeunesse, bon, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont plus populaires ou plus en demande que d'autres? En avril 2025, par exemple, la dernière édition qu'on a fait, ce que je peux vous dire, c'est que les questions de droit de la famille sont les plus populaires ou l'ont été du moins à cette édition-là. On peut penser à la garde d'enfants, on peut penser aussi là, à toutes les questions de divorce. Donc, c'est le sujet le plus populaire. Par la suite, vous l'avez nommé, là, les successions, c'est souvent c'est un sujet pour lequel les gens ont souvent des questions. Alors, oui, et le droit du logement, c'est l'actualité en ce moment, la crise du logement. On n'est pas sans savoir que c'est une question qui touche beaucoup de gens. Donc, je dirais que c'est les trois sujets pour lesquels on est le plus consulté en 2025 jusqu'à présent. Et dans les enjeux qui sont liés à l'actualité, là, vous parliez du logement, mais il y a aussi cette nouvelle réalité juridique qui est la pluriparentalité que vous présentez comme un tournant majeur là, dans le droit de filiation. Encore là, quel genre de questions, à quel genre de questions vous pourriez avoir à répondre? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je pratique pas en droit de la famille. Je pourrais pas répondre spécifiquement à ce sujet-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des avocats compétents dans chacun des domaines qui pourront répondre à toute question juridique, que ce soit pour des recours que quelqu'un pourrait entreprendre ou simplement des questions pour le simple intérêt de chaque personne qui appelle. Donc, ça peut toucher un grand éventail de questionnements. Puis, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir déjà un recours en cours devant les tribunaux là, pour nous consulter. Ça peut être à titre informatif également. Okay. Et il y a, je ne sais pas si c'est dans vos cordes, ça, les nouvelles dispositions de la loi 27 qui impose aux entreprises québécoises d'intégrer les risques psychosociaux à leur plan de prévention. Ça, c'est tout à fait nouveau. Le fait de le savoir, c'est une bonne chose, mais est-ce que vous savez quel genre de questions aussi ça pourrait susciter? C'est une question qui est super intéressante. Je pourrais pas vous entretenir par ailleurs sur cette question-là, mais encore une fois, on a des gens spécialisés dans chacun des domaines qui pourront répondre aux questions, des gens qui pourraient poser le même genre de questions que vous aujourd'hui. Bien entendu. Puis là, les gens peuvent aller sur votre site web pour voir justement à quel genre de sujets peuvent susciter des questions. Je rappelle que le Jeune Barreau de Montréal a été fondé en 1800
98 qui regroupe des avocats, des avocates qui ont 10 ans ou moins de pratique. Et j'invite les gens donc à profiter de l'occasion. Maître Jeanne Gagné, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. Le parc du Domaine vert se prépare à accueillir la 6e édition de la Nuit des Vertiges et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Vous venez ici pour la Nuit des Vertiges, qui est un événement d'Halloween durant le mois d'octobre au Parc du Domaine vert. C'est un jeu d'évasion en pleine nature. L'année passée, en 2024, on a pris une année sabbatique, mais en prenant la décision de prendre l'année sabbatique, c'était certain qu'on allait revenir cette année. Même nous, on est fans de cet événement-là, on aime beaucoup la faire à chaque année. Je suis responsable à l'animation, donc c'est moi qui s'est occupé de créer l'événement, de créer la thématique, de monter le parcours avec une équipe bien évidemment formidable avec nos acteurs, nos figurants et nos aides au montage de cet événement-là. Les participants devront faire appel à leur sens d'observation, je dirais aussi leur sens logique et leur sens de rapidité. On est vraiment plus cette année ancré dans le réalisme. C'est pas vraiment des gros monstres ou peu importe, c'est vraiment plus comme un suspense et non horreur en tant que tel. Oui, on a des acteurs dans le parcours, mais c'est vraiment pour agrémenter la thématique. Donc oui, si vous avez de la frousse, vous pouvez le faire selon moi, le parcours de la Nuit des Vertiges, en étant bien accompagné bien sûr. Puis justement, on parle d'un parcours de nuit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la sécurité puis l'accompagnement que vous allez faire à l'intérieur de cet événement-là? Oui, en fait, on parle de frissons depuis tantôt, mais c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui a trop peur durant le parcours ou qui n'est plus capable d'avancer dans le parcours, on a une équipe qui est là sur place pour offrir de l'aide. C'est sûr qu'on va aider la personne. Comme je dis, le parcours, oui, il est dans la forêt la nuit, mais tout reste sécuritaire. On est vraiment proche du site principal, donc on va pas trop loin non plus dans la forêt, on s'aventure pas trop loin. Question d'être sécuritaire aussi, là. On offre le forfait classique qui est de nuit, dans le fond. Le forfait qui est 13 ans et plus. C'est vraiment, comme on dit, c'est dans la forêt, la nuit. On a une grosse thématique de suspense, donc c'est vraiment fait pour un public averti et âgé. Sinon, on a le samedi un parcours de jour qui est offert pour tous âges. Donc, c'est vraiment pour toute la famille, pour les enfants un peu plus jeunes. Vraiment pas d'horreur, pas de suspense, quelques acteurs et que du plaisir. Donc, c'est vraiment amusant pour les familles de venir passer une journée en plein air. Et on a le parcours de nuit le samedi pour les bertismes, donc les parcours dans les arbres illuminés. On a rarement l'occasion de venir ici la nuit puisque c'est fermé, donc on ouvre le site pour cet événement-là. Donc, de venir en profiter, de faire le parcours des bertismes, c'est sûr que c'est toujours intéressant. Puis, on parle d'un événement qui va se dérouler sur 4 jours. Est-ce que tu peux nous dire justement de quand à quand est la durée de cet événement? Oui, dans le fond, on offre le parcours de nuit les deux vendredis précédant l'Halloween, donc le 17 octobre et le 24 octobre. Et on offre les parcours de jour, de nuit, les samedis le 18 octobre et le 25 octobre. Donc, c'est vraiment une occasion pour se rassembler durant l'Halloween et faire une activité complètement différente qu'on ne retrouve pas vraiment proche d'ici. Et où on peut trouver l'information pour pouvoir s'inscrire à cet événement-là? Dans le fond, nos billets sont disponibles dès maintenant sur notre site web. J'ai eu la chance d'essayer en grande primeur le parcours et je peux dire que l'ambiance est tout à fait incroyable. Je vous invite à vous inscrire et à vivre ça. À bientôt! La coalition Santé Laurentide met sérieusement en doute la capacité du gouvernement Legault de prendre en charge dès janvier 2026 la totalité des 1,2 million de patients québécois en attente d'un médecin de famille, ceux qu'on appelle les patients orphelins. J'en discute avec Marc L'Heureux, président de la coalition Santé Laurentide et préfet de la MRC des Laurentides. Bonsoir, Monsieur L'Heureux. Bonsoir. Bon, vous avez réagi à un article publié sur le site de Radio-Canada à l'effet que le ministre Christian Dubé allait imposer que ces patients-là soient dirigés dès le mois de janvier, ça c'est dans 3 mois et demi, là, c'est comme demain, vers un GMF ou un CLSC où ils seront pris en charge par le système. Là, on est loin de la promesse d'un médecin, un patient. Expliquez-nous pourquoi, d'abord, ça vous apparaît infaisable, ça. Ben, en réalité, ça fait longtemps qu'on a des problèmes d'accès à la première ligne dans notre région. Et aussi, le nombre de médecins de base est inférieur à la moyenne québécoise par 100 000 habitants dans notre région. Alors, puis si on calcule, comment dire, l'ensemble, le 1,2 million, qu'on parle de patients orphelins,
Ben nous, on en a 145 000 chez nous, donc 12% environ de l'enveloppe totale des patients orphelins. Ouais. Puis on est juste 7,5% de la population. Puis comme on pense souvent à les effectifs en fonction de la population, les budgets en fonction de la population permanente, ben évidemment, on a déjà un recul. Puis ça, si on le dénonce depuis longtemps, ce recul-là dans la région. Oui, c'est pas nouveau. Vous allez même jusqu'à dire, M. L'Heureux, que cette mesure-là, qui est imposée par le ministre Dubé, ne ferait qu'aggraver la situation en ayant pour effet d'accélérer, dites-vous, le départ de certains médecins à la retraite ou vers le privé. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que c'est les échos que vous en avez sur le terrain? Vers le privé, ça, c'était anciennement, mais maintenant, avec les nouvelles lois, là, ils peuvent plus partir de la même façon vers le privé. Par contre, ils vont partir vers d'autres provinces ou ailleurs. C'est ça qu'on pourrait perdre, surtout dans les endroits limitrophes, à l'Ontario, entre autres, là. On risque de perdre plusieurs effectifs. Mais le départ à la retraite, pré-retraite, là, pourrait encourager les gens à partir à la retraite, étant donné la problématique. Puis est-ce que vous entendez les médecins le verbaliser, ça, le dire? Moi, si ça s'avère, ça, moi, je quitte. Dans le fond, ce que les médecins veulent, ils veulent être reconnus pour leur travail, puis ce qu'ils font. Donc, puis là, je veux pas comme prendre parti là en relation avec la fameuse loi 106, là, le projet de loi 106, c'est-à-dire. Mais moi, je pense que il y a un travail qui doit être fait, puis là, la balle est dans le camp du gouvernement. Je comprends qu'il y a des enjeux importants. Ils veulent s'assurer qu'on ait un médecin ou en tout cas un service médical de première ligne pour tous les patients. Mais c'est un travail d'équipe, ça. Un médecin ne travaille pas seul, il travaille avec une équipe. Évidemment. Donc, le gouvernement doit, dans le fond, fournir les plateaux techniques, fournir l'équipe de soutien, que ce soit les technologues ou autres qui travaillent autour des médecins. C'est la seule façon d'arriver ensemble à donner les soins. Si le gouvernement n'est pas au rendez-vous, ils vont avoir la misère à s'entendre. Voilà. Quelque part, les gens on dirait qu'ils se tirent la couverte chacun de leur côté, si on peut dire, toutes les différentes associations, que ce soit syndicales ou les associations syndicales de médecins ou autres, les gestionnaires d'un côté, t'as le ministère de l'autre côté. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait pas s'asseoir ensemble et aller voir sur le terrain, c'est quoi les meilleures solutions? Je suis convaincu qu'on en a plein de bonnes solutions si on interpelle les gens qui travaillent sur le terrain. Vous dites par ailleurs, M. L'Heureux, que, vous dites au gouvernement, notre personnel, il est qualifié, fournissez-nous les ressources pour moderniser les plateaux, pour mettre à niveau les infrastructures. Pour le commun des mortels, ça peut paraître abstrait, à tout le moins imprécis. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Bien, on le demande depuis 2019, on demande de moderniser nos hôpitaux, nos plateaux techniques, donner les services adéquats avec des plateaux techniques modernes qui vont augmenter, dans le fond, on parle de performance. Je suis convaincu que si on a des meilleurs outils, la meilleure technologie, on va augmenter la performance, on va libérer des plages horaires. C'est en travaillant ensemble. Fait qu'il il faut absolument fournir tous les outils nécessaires, soit en personnel ou au niveau technique, à tous les professionnels de la santé. Puis c'est ça qu'on demande depuis longtemps en réclamant qu'il y a un sous-estime, en réclamant un investissement majeur dans notre région, parce qu'on a été négligé pendant plusieurs années. On l'a démontré par nos chiffres. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Marc L'Heureux, président de la Coalition Santé Laurentide, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci. À bientôt. On est de retour avec Héloïse Lagacé. La tournée Les Étoiles sont faites pour briller, c'est un très joli nom. Ça, c'était de passage à l'Hurlu dimanche dernier. Absolument, Claude. On parle d'une dizaine de chanteurs et de chanteuses de moins de 18 ans, accompagnés de 4 danseuses qui étaient là, justement à l'Hurlu, dans le cadre de cette tournée-ci, qui fête les 10 ans d'Anjou-Star, un concours de chant justement réservé aux moins de 18 ans. Et puis, j'ai pu justement aller faire un tour. On vous présente un reportage à ce sujet. Rolling on the river. Bien, on est à l'Hurlu ce soir, donc dimanche soir à l'Hurlu au fin fond de Sainte-Thérèse. On est présentement là pour la tournée Les Étoiles sont faites pour briller. C'est le 3e spectacle de la tournée de 6. Donc on est un peu partout en tournée tout l'automne pour célébrer les 10 ans du concours Anjou-Star. C'est un concours de chant réservé aux 18 ans et moins.
Donc, au début, c'était tout petit. C'était vraiment pour la municipalité d'Anjou, qui est dans l'est de Montréal, qui manque cruellement d'encadrement artistique. Donc, on n'a pas de cours de danse, pas de cours de chant, vraiment. Donc, ça venait pallier à ce problème-là. Puis, rapidement, ça a pris de l'ampleur. Donc, maintenant, il n'y a plus beaucoup de chanteurs d'Anjou. C'est des gens d'un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, qui viennent à chaque année pour essayer de remporter les honneurs. Mais on s'en fiche un peu des honneurs, pour être honnête. On essaie de créer un sentiment de famille, un sentiment d'appartenance qui est fort. Donc, c'est des participants des 3 dernières éditions environ. Puis, on leur a greffé 4 danseuses qu'on a passé ce printemps avec un processus d'audition assez serré. Donc, pour faire une troupe, en fait, une équipe, une famille de 14 artistes. Je m'appelle Sandrine Carbonneau, j'ai 16 ans. J'ai fait plusieurs concours de chant comme Saint-Ambroise, où j'ai été finaliste 2 fois. Puis j'ai aussi participé à Anjou Star les 2 dernières années, puis j'ai eu le prix coup de cœur. Mais je suis vraiment contente parce que Pascal a choisi 10 artistes dans Anjou Star. Je suis vraiment contente qu'il m'ait choisi, puis je trouve ça vraiment le fun de faire la tournée avec plusieurs autres artistes. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie et le vide est grand. Les questions. Donc moi, je m'appelle Safsa Benga-Velios, j'ai 11 ans. Puis j'ai fait plusieurs expériences comme l'Hurlu, la chasse au talent l'année dernière. J'ai été finaliste, puis récemment, c'est Anjou Star que j'ai gagné cette année. C'était vraiment, vraiment fun. Puis là, je suis en train de faire la tournée. Les étoiles sont faites pour briller. C'est une place où on connaît plein de gens qui font la même passion que nous. On a des nouveaux amis, puis ça aide vraiment à apprendre plein de trucs. Puis on essaie de les garder proches, en fait, les jeunes, tout au long de l'année, plus que juste au concours. On fait des spectacles, on fait une tournée aujourd'hui, mais on fait aussi d'autres choses. Il y a des masterclass. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a des bons formateurs du milieu professionnel, des artistes de la télé, des chanteurs connus, des gens qui font ça depuis longtemps pour aider les jeunes à les guider, à essayer de leur donner des bonnes pistes à suivre. Maintenant, on va en studio. On essaie d'aller le plus souvent possible. Donc, une expérience studio avec des pros. On essaie de faire des remixes, des chansons, des ajouts. Puis, on essaie de faire aussi d'autres spectacles. Là, il y a la tournée cette année, là, mais il y aura peut-être pas une tournée à chaque année. C'est beaucoup de travail. Mais même sans tournée, on fait des petits spectacles à chaque, peut-être, je sais pas, 4, 5, 6 mois. On essaie de faire des événements locaux pour inviter les jeunes à avoir de l'expérience sur scène, puis essayer de casser les chansons. Puis là, la tournée, c'est chouette parce que chanter avec des danseurs en arrière, c'est pas toujours fréquent. Ils font leurs propres harmonies maintenant. Ils font les back vocals, ils font les duos. Donc, c'est différent de juste un concours de chant où la personne chante une chanson solo devant tout le monde. Donc, c'est d'autres expériences à mettre dans le sac, en fait. Masterclass, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. Tous les ateliers, depuis, on a plusieurs petites activités que Pascal organise. Je suis vraiment allée en Anjou Star pour l'expérience parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'apprentissage qu'on faisait là-bas. Mon but, c'est de devenir chanteuse. C'est sûr que j'aimerais peut-être sortir un single sur Spotify. Ça serait des belles choses qui s'en viennent. C'est sûr que continuer à travailler et avoir des nouvelles expériences, ça serait vraiment très bien. Mais je pense que c'est vraiment des encadrer de la meilleure des façons possibles tout au long de l'année. Puis après, ils reviennent d'une année à l'autre. La plupart sont déçus quand ils atteignent 18 ans parce que là, ils peuvent plus le faire. Donc là, c'est comme un deuil à faire pour nous, mais pour eux aussi. J'aime beaucoup la clientèle 7-18. Je pense que c'est eux qui ont besoin d'aide, d'encadrement, de leur montrer que c'est un milieu qui est difficile quand même, on ne sera pas de cachette, mais c'est un milieu qui est excitant, qui est emballant, qui est stimulant, donc on essaie de les encadrer. J'ai des surprises pour cette année, je ne peux pas t'en parler, mais je pourrais peut-être te glisser le mot compétition. Il y aura une autre compétition avant la finale. Donc, on essaie de préparer des trucs à chaque année. Là. J9, je suis pas capable d'arrêter de penser puis de faire d'autres projets. Fait qu'il y aura d'autres choses, assurément. Les adultes, pas cette année, mais il y a quand même des belles surprises pour la 10e édition, là, qui est le 21 mars, donc c'est l'édition anniversaire. Fait que tout printemps et tout l'hiver, on va être occupés. Je sais où je vais, j'ai arrêté de compter les années. Pour moi, la scène, c'est vraiment un moyen de libérer mes émotions. Puis ça me touche chaque fois que je vais sur scène. J'adore ça. Je me sens vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'est ma place. Là. Je sais que c'est ma place. Je pense que ça vaut vraiment la peine de venir pour voir les talents. J'arrête d'appeler les talents de la relève. Là. C'est vraiment des bons artistes avec un gros potentiel. L'âge, c'est quelque chose que j'essaie de mettre de côté. Là. Ils sont jeunes, mais ça ne change absolument rien à ce que vous allez voir ce soir. Donc, merci Héloïse, on se revoit demain. Absolument, à demain Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Aînés déniaisés suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web tvbl.ca et regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.